Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir pour ce 4e épisode de recevoir Michèle Euzet. Elle va nous parler de l'accompagnement dans la transformation de la culture en entreprise. Bonjour Michèle, comment vas-tu ? Très bien, merci Joël. Et toi ? Très bien, je suis ravi de pouvoir enfin prendre le temps avec toi de discuter. Cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne va s'attarder à découvrir les différentes facettes ou parcours de créateurs d'entreprises. Michèle, commençons par le début. Peux-tu te présenter brièvement ce qui t'a mené de ta carrière de manager à te mettre à ton compte ? Volontiers. Merci déjà pour l'invitation. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est un parcours qui n'est peut-être pas très habituel. J'ai été pendant 20 ans dans le marketing de centrales de sociétés B2B, ou en tant que chef de projet internationaux de changement, ou alors dans la lignée, tout simplement dans la hiérarchie. Et j'ai décidé donc de me mettre à mon compte avec le sujet qui me tient à cœur réellement, c'est la façon dont nous travaillons ensemble, dont nous interagissons en entreprise, donc la culture d'entreprise. Je suis speaker, donc conférencière, consultante et sparring partner. J'accompagne donc aussi des cadres dans tout ce qui concerne donc la culture d'entreprise, mais aussi l'inclusion et la diversité en entreprise. Ah, très bien. D'accord. Donc tu as un parcours qui n'est pas banal. Ça fait plus d'années que tu es en Allemagne que moi. Donc venir de la logistique pour évoluer maintenant vers la transformation managériale des entreprises, c'est un parcours original. Explique-nous un peu ton activité actuellement sur cette transformation. Oui, c'est vrai que l'originalité vient surtout du fait que j'ai une carrière de marketing pendant 20 ans dans de grosses boîtes, et que j'ai décidé à un moment donné de m'occuper de la culture d'entreprise. Et ce qui m'intéresse à ce niveau-là, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'y atteler quelque part à mon compte aussi, c'est la façon dont on travaille ensemble. J'ai vu tellement d'énergie occupée à autre chose en fait qu'au résultat qu'on aimerait réaliser en entreprise, du fait justement que la façon de travailler ensemble, d'interagir en entreprise, n'était non seulement pas particulièrement oui, je dirais que ce n'est pas un bon cadre pour les employés. On connaît et on voit tous les dégâts qu'il peut y avoir au niveau de la santé aussi, oui. De la santé mentale aussi. Mais d'un autre côté, surtout, quand on ne travaille pas bien ensemble, eh bien, on crée moins de valeur, tout simplement. Donc, ce sont deux éléments qui, selon moi, et c'est mon expérience aussi en tant que manager et en tant que chef de projet, lorsque j'étais employée, on a tendance à penser que ou on est gentil ou alors on est efficace, alors que je suis absolument certaine et que je sais tout simplement de mon expérience que ce sont deux facteurs qui, justement, dans le monde dans lequel on est avec tous les changements si rapides, qui au contraire interagissent. Okay. Plus les gens travaillent bien ensemble, plus les résultats sont bons pour l'entreprise. Moins on travaille bien ensemble, plus il y aura de difficultés justement à faire face au changement extérieur, à ce monde VUCA dans lequel on vit. D'accord, donc ça veut dire, parce que moi on le vit actuellement, je pense un peu tous avec le fait de travailler à distance. Donc ça veut dire l'accompagnement, la bienveillance aussi dans le management, parce que quand tu dis trop gentil et de l'autre côté efficace, en cachant les mots, on peut dire est-ce que c'est être trop directif ou voir certains managers qui sont vus avec un comportement tyrannique, mais qui en fait sont... Cette tyrannie masque en fait un besoin de résultats et n'ont pas le temps de savoir transmettre un message. Donc c'est un peu ça. Peut-être des exemples sur des accompagnements dans le changement ou...
Oui, encore que je suis pas tellement fixée sur le fait qu'il y ait enfin, tout ce qui est toxique, parce que ce qui est toxique. Oui, Point. Je pense que il faut l'isoler. voilà le souci qu'on a au niveau de la culture d'entreprise, c'est que euh, une culture d'entreprise qui ne permet pas entre autres aux innovations de venir de toutes parts de l'entreprise, hein, du fait que l'on pense en silo. Une culture d'entreprise qui ne permet pas vraiment d'apprendre les uns des autres de façon collaborative. Une culture d'entreprise qui est, entre autres évidemment aussi, trop liée à la peur quelque part, est une culture d'entreprise qui est destructive pour l'avenir de l'entreprise et pour les personnes qui y travaillent. Donc, mon approche est plus générale, je dirais. L'idée, c'est qu'est-ce qui est nécessaire au niveau de la culture d'entreprise, justement, pour que la société reste viable dans le futur, qu'elle soit prête justement à évoluer vers un avenir qui soit serein, et comment faire en sorte que la société en elle-même reste comment dire, en mouvement. Qu'elle évolue. Qu'elle soit prête à s'adapter. Ok, qu'elle évolue aux nouvelles cultures, aux changements que peut rencontrer la société. Exactement. Alors Michel, comment accompagnes-tu les entreprises dans cette démarche de changement, des exemples? Oui, déjà, j'aimerais bien parler du modèle que j'ai mis en place. J'ai un modèle en 5 phases avec lequel j'accompagne donc les entreprises. Et je pense que ce qui est peut-être différent de ce qui est fait, de ce que j'ai connu aussi en tant que manager, c'est que la première phase, c'est une affirmation du management, en fait. C'est-à-dire qu'il s'agit, avant de commencer à se poser la question où est-ce qu'on veut aller, à quoi doit ressembler notre culture d'entreprise, de vraiment se poser en tant que décideur et se demander pourquoi est-ce que nous attribuons des ressources à la transformation de la culture d'entreprise. Est-ce que c'est parce que c'est dans l'air du temps? Est-ce que c'est parce que c'est absolument nécessaire pour notre survie quelque part, est-ce que c'est est-ce qu'il y a des choses qui ne doivent pas se passer? Où sont les tolérances justement aussi au niveau des décideurs? Qu'est-ce qui se passerait si on ne faisait rien? Est-ce qu'il y a quels sont les enjeux aussi bien au niveau économique qu'au niveau émotionnel, parce que je pense qu'il est très très important que justement les décideurs et décideuses, je ne sais pas si on dit décideuses, des entreprises réfléchissent réellement de façon posée aux implications du changement qu'elles mettent en place. Donc, parce que très souvent, il y a ces délégués tout simplement aux ressources humaines ou à d'autres secteurs de l'entreprise. Et à la fin, il y a une perte de crédibilité qui est due au fait que le quotidien de l'entreprise n'est pas à la hauteur de ce qui est annoncé. D'accord. Donc le point 1, l'affirmation du management. En gros, tu me connais, moi aussi j'ai l'approche project management, c'est un peu une définition d'un objectif, mais qui doit être décidé au niveau des décideurs, parce que si ça part dans d'autres départements, il y aurait un décalage entre la réalité de la société ou ce qu'on veut atteindre et ce qu'attendrait un autre département, c'est ça? Donc ça c'est le premier point. Oui. Non, pas tout à fait. Okay. En fait, c'est pas la définition de l'objectif, ça c'est le deuxième. Ah, c'est le deuxième. Le premier point, c'est l'affirmation. C'est une espèce de comment dire? Le motto. C'est avant de démarrer, avant de commencer à planifier où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on est et autres, vraiment être certain de ne pas se retrouver à écrire des mots comme agilité en lettres capitales dans le hall de l'entreprise, alors que les personnes qui sont à la tête de l'entreprise ne sont pas du tout prêtes
Dans à leur... faire les concessions ou à faire les changements nécessaires au niveau de leur style de direction, de façon à vraiment répondre aux attentes Ok, qui sont liées à une telle annonce. Et je d'accord. préfère, et de loin, qu'on dise ok, non, on est très traditionnel, Mhm. il y a des choses qu'on n'arrivera pas à mettre en place. Et dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux faire des pas qui sont un petit peu plus petits. Écrire agilité, pas avec de grosses lettres énormes, mais écrire plutôt, je sais pas, enfin autre chose qui corresponde réellement à, à, à l'entreprise, à ceux qui sont aux D'accord, efforts que les managers sont prêts à fournir. d'accord. Mhm. Donc ça, c'est le point 1, l'affirmation. Ok, ouais. Oui. Et donc ensuite? Ensuite, le deuxième point, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui, donc le status quo, et la Mhm. définition des objectifs. Et là, ce qui est important pour moi à ce niveau-là, c'est d'éviter ce qui est fait très 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 souvent, ce que j'appelle l'effet Chaka, c'est-à-dire qu'on met tout le monde dans une pièce très loin de Hmm. l'entreprise et en fait on y met Ouais, tellement je de connais ça. motivation et Le, le fameux, comment ça s'appelle, team building dans un endroit qui est complètement décalé à l'entreprise, quoi. voilà. Qui Et part où tout d'une le bonne monde intention, hein. surenchérit. Voilà, Ouais, qui exactement. Ça part d'une part bonne d'une bonne intention au final. intention. Ouais. Il y a absolument aucun souci à ce niveau-là. Le Oui, problème, mais c'est que on on est définit des objectifs qui ne sont absolument pas réalistes. ou dans la réalité Et de l'entreprise. Oui, voilà. Et oui, il je vois. devient très très difficile après de garder cette crédibilité. Je suis absolument certaine Oui, ça me que parle. c'est le problème numéro un après. Oui, C'est-à-dire que si les employés se rendent compte que quelque part on les balade, hein, oui, ils adhèrent euh, pas. On est d'accord. on est d'accord. Ouais. D'accord. C'est intéressant parce que tu vois, tu mets des termes sur les différentes phases et je projette. C'est intéressant aussi de se projeter sur ce qu'on a vécu. Mm. Bon, après, je veux pas te couper les différentes phases. Donc, on arrive à la deuxième phase. La troisième phase, une fois qu'on a défini le statu quo, le statut, donc voilà, on appelle ça vulgairement en anglais le as is situation, Mhm. l'actuel. On définit donc ensuite vers quoi on veut tendre, donc le to be, c'est ça. Voilà. Et ensuite, Voilà. Ensuite, la troisième phase, j'appelle ça programme et engagement. ok. C'est-à-dire que c'est là qu'on définit réellement quels sont les grands axes d'activité. Mhm. Hein, et ce, toujours avec cette idée il s'agit d'être efficace et d'avoir un impact sur la façon dont on travaille ensemble. Donc pas de faire des choses qui sont surtout bonnes pour la communication ou Mhm. pas de prendre des décisions qui sont surtout qui ont une espèce de caractère symbolique. Mhm. Mais vraiment, même si c'est peut-être un peu moins sexy, de définir des actes d'activité, d'action qui sont vraiment liés aux objectifs qu'on a. Hein, et avec toujours cette idée de comment on va se rendre compte qu'on a avancé sur ces points-là. De quelle façon est-ce que ça va nous aider? Et cette phase-là, donc la première, c'est le programme, la définition du programme, hein, des axes. Mhm. Et ensuite, après, mettons une semaine ou deux, pour que ça ait le temps de se De passer, décanter. Mhm. on parle de l'engagement. C'est-à-dire, on regarde encore une fois les mesures qui ont été décidées. On se remémore ce qui a été dit lors de la Management Affirmation, donc l'affirmation du management, où ils ont Mhm. aussi pu mettre en place ou pu formuler quelles sont leurs limites, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et on commence à se poser la question réellement, quelles sont les implications de ces mesures? Est-ce qu'on est capable de tenir? Est-ce qu'on pourra réellement, comment dire, C'est du questionnement en fait. quand on sera confronté, voilà, quand on sera confronté au quotidien de notre business, est-ce qu'il y a des process, est-ce qu'il y a des structures qui vont nous empêcher en fait d'avancer là-dessus? Et à partir de là, vraiment voir au niveau donc de l'engagement, est-ce qu'il faut peut-être qu'on réduise un petit peu les choses ou qu'on y mette 2-3 étapes en plus, ou est-ce qu'on peut effectivement se dire ok, ce sont les implications, donc il va falloir aussi faire ci et ça, ou peut-être qu'il va falloir reparler encore une fois à nos managers pour leur demander de pousser leurs limites. Il faut qu'ils aient pris la décision
avant qu'on commence réellement à mettre les choses en place. Et évidemment, déjà lors de ces deux phases, la phase 2, la phase 3, ce sont des formats participatifs. C'est pas quelque chose qui est fait en catimini. En workshop, c'est fait, voilà. On va dire. Ok. Donc après cette semaine de définition des axes, l'engagement, en gros, si je comprends, c'est un contrat qu'on s'établit au sein des gens qui sont dans le workshop pour dire voilà, le contrat, on veut atteindre telle et telle, du point 2, telle et telle définition des objectifs, c'est ça? Exactement, et puis ce sont les mesures, ce sont les axes sur lesquels on veut travailler. Exactement. Et donc, il ne nous reste plus que les 2 dernières phases qui sont les 2 dernières phases, il y a la phase accompagnement et soutien, que j'ai dénommé comme ça de façon très consciente parce qu'il s'agit en fait de la réalisation. C'est la phase la plus longue, évidemment. Et là, il est très, très clair, il faut qu'il soit très clair aussi pour mes clients, que les visages du changement sont des visages internes. Je ne peux, dans cette phase, qu'accompagner, aider, soutenir, donner les instruments qui sont nécessaires, former, mais c'est évidemment aux participants dans l'entreprise de réellement forger ce changement. Et la 5e phase, c'est le suivi des résultats. Comme j'ai dit tout à l'heure, chaque mesure est une réponse à un besoin. Quelque chose qu'on veut améliorer, quelque chose qu'on veut changer, quelque chose que l'on veut qui marche bien dans un endroit et qu'on aimerait bien faire passer aussi ailleurs. Et donc, il faut, pour chaque mesure, se poser la question comment on saura qu'on est sur le bon chemin? Quand est-ce qu'on veut atteindre donc quel objectif? Et le mieux, c'est d'expérimenter dans certains services peut-être, là où ça a du sens, et ensuite de vérifier les résultats et de prendre une décision. Est-ce qu'on peut l'implémenter ailleurs aussi? Est-ce qu'il faut faire des changements? Et les 2 phases donc de la réalisation et le suivi des résultats, ce sont 2 phases qui sont itératives en fait, tout le temps. Ce n'est pas un projet avec une fin. Le changement de la culture d'entreprise, c'est en fait, ça ne finit pas. Ça ne finit pas en fait, puisque le changement continue. En gros, pour rebondir sur le dernier point sur le suivi des résultats, c'est un peu ce qu'on utilise vulgairement en anglais en disant lesson learn ou de retour d'expérience, et on voit si on a atteint cela et on refait un incrément. C'est ça ou pas? Ou est-ce qu'on l'applique ailleurs? Oui, comment dire, c'est cela effectivement, mais ça va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on n'attend pas d'avoir fini quelque chose pour avoir un feedback, parce qu'un feedback, on a toujours l'impression que c'est fermé. Déjà c'est fini, c'est fermé, et il s'agit ensuite de savoir qu'est-ce qu'on doit faire autrement ou qu'est-ce qu'on doit continuer pour la prochaine fois. Non, là c'est de façon itérative, c'est-à-dire qu'en fait chaque mesure que je prends, j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une question de communication ou de symbolique, a un objectif, et il faut que je fasse un monitoring en principe pour savoir est-ce que cette activité, cette mesure, ce changement de process, ce changement de structure, ces formations, peu importe ce que je mets en place, est-ce que ça me fait réellement avancer? Est-ce qu'il y a des effets pervers qui ne nous conviennent pas? Est-ce que on peut effectivement utiliser cette mesure aussi dans d'autres cadres à l'intérieur de l'entreprise après l'avoir expérimenté? Donc merci Michel. Petit rappel des 5 phases rapidement. Premier point, l'affirmation du management. La 2e phase, la définition de l'objectif. Le 3e point, c'est programme et engagement, le contrat, les axes de travail. Le 4e point, c'est accompagnement et soutien. Donc c'est la phase la plus longue, la réalisation. Et enfin, le 5e point, c'est le suivi des résultats. Donc la phase 4 et 5 sont faites en itération. Chères auditrices, chers auditeurs, on arrive malheureusement à la fin de cette première partie de cet épisode 4 avec Michel Euzet. Nous avons abordé l'accompagnement du changement,
Je vous invite au prochain épisode à continuer cet entretien avec Michel qui aborde la thématique inclusion et diversité. Pour nos auditeurs qui nous ont suivis jusqu'à présent, un petit rappel de tes coordonnées ou comment on peut te joindre? Je serais ravie que les auditeurs qui ont été intéressés me contactent aussi par LinkedIn, par exemple, Michel avec 2 L-E, E-Z-E-U-Z-E-T, ou alors sur mon site internet www.consulting.com. Merci à toi, Michel. Merci à toi, Joël.